Sunday Night Production. Bonjour à tous et bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel, mais qui est encore trop peu exploré, l'impact du cycle menstruel sur la performance sportive et plus particulièrement en course à pied. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Juliana Antero, chercheuse à l'INSEP, dont les travaux mettent en lumière les effets du cycle hormonal sur les capacités physiques et la récupération des athlètes féminines. Cet épisode est une vraie mine d'informations et je suis certain qu'il apportera des réponses à de nombreuses questions sur un thème qui mérite d'être mieux compris et discuté. Je laisse maintenant la parole à Cléo qui sera votre hôte pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans la tête d'un coureur hors série, les cycles menstruels. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur, enregistré en public de la péniche Anetka, où j'ai la chance d'accueillir une personne que je commence à bien connaître et que vous allez à votre tour être ravis de connaître. J'ai nommé Juliana Antero, chercheuse à l'INSEP et directrice du programme de recherche Empower, axé sur l'impact des fluctuations hormonales liées au cycle menstruel et à la contraception hormonale sur l'entraînement et la performance des sportives. Ça va, c'est exact ? C'est bien ça, merci Cléo, je suis ravie d'être là avec toi. Ça va Juliana ? On a un petit cours de step juste au-dessus, donc je préviens juste que s'il y a un petit fond musical dans le podcast, c'est normal. Ça donne l'ambiance. Ça donne l'ambiance, exactement. Alors, vous l'aurez compris, on va parler cycle menstruel et impact du cycle menstruel sur l'activité physique et donc sur la performance. Un sujet qui se détabouise, j'ai envie de dire un petit peu pour parler vulgairement depuis plusieurs années et qui s'intègre, j'ai l'impression aussi de plus en plus maintenant dans les plans d'entraînement. On va voir Heureusement. Et messieurs, oui, alors là on est en public, on a vu quelques hommes dans l'assistance, donc je suis ravie. Messieurs, ne partez pas puisque ça vous concerne également, principalement si vous entraînez des femmes. Donc je suis ravie qu'on puisse parler de ça avec toi Juliana aujourd'hui. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots les travaux de recherche que tu mènes maintenant depuis plusieurs années ? Bon, nous avons commencé à l'INSEP toutes nos recherches sur l'influence du cycle menstruel et de la contraception hormonale sur l'entraînement, le bien-être, la performance des sportives, dans le but de combler en absence de ce qu'on appelle données genrées. C'est-à-dire, dans la recherche aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'études qui sont réalisées chez les sportives que chez les sportifs. Donc, on connaît moins ce qui se passe en termes de physiologie de l'athlète et en comparaison à la physiologie de l'athlète masculin. Donc, la plupart des préconisations que nous avons en termes de planification de l'entraînement, en termes de nutrition, en termes de récupération, est basée sur la physiologie masculine. Et c'est qu'il est très spécifique aux athlètes féminines, comme les cycles menstruels, comme la contraception, comme les planchers pelviens, la grossesse, les postpartum, on connaît moins. Donc, quand on a fait ces constats-là, et on s'approchait, on savait qu'on allait avoir les Jeux Olympiques, on a décidé de créer des recherches qui pourraient essayer de combler cette absence de données. Et là, en plus, j'ai voulu m'intéresser au cycle menstruel parce que moi, quand j'étais athlète, j'ai beaucoup subi les cycles. Donc, j'ai dit, c'est cette thématique-là par laquelle je souhaite commencer. Et donc, avant les Jeux Olympiques de Tokyo, nous avons créé un programme de recherche basé sur les monitoring des sportives. C'est-à-dire, on va suivre tous les jours les données de ces athlètes en préparation olympique. D'abord pour les Jeux Olympiques de Tokyo, après pour les Jeux de Beijing, les Jeux d'hiver, et ensuite pour arriver au but ultime que c'était Paris. Donc, on collectait tous les jours des informations sur leur bien-être. Par exemple, si elles ont bien dormi, si elles se sentent bien, si elles sont fatiguées, etc. Mais on collectait aussi des données liées à leur entraînement. C'est-à-dire, si elles utilisent des capteurs de puissance, comme c'est le cas des cyclistes, donc on connaît la puissance, la vitesse, l'accélération par seconde à l'entraînement, ou alors si elles pratiquent des sports, c'est qu'il est un peu plus difficile de mesurer l'activité. On demandait à la fin de l'entraînement si elles étaient
des 1 à 10, combien elles étaient fatiguées, quelle était l'intensité de l'entraînement, les entraîneurs remplissaient cela. Donc, on collectait toutes les données autour de l'athlète. Et bien sûr, les données liées à leur cycle menstruel, à leur contraception hormonale et la présence des symptômes. Et on faisait des mesures aussi salivaires pour mesurer des hormones liées aux hormones sexuelles féminines. On rentrera dans les détails. Mais avec tout cet ensemble de données, le but était de comprendre l'influence des phases hormonales liées au cycle menstruel ou à la contraception hormonale sur tous ces paramètres-là que nous avons collectés, mesurés et analysés. C'était sur combien de sportives ? Qui ont fini les suivis jusqu'à Paris. 134 sportives ont fini les suivis dans 9 sports différents. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail. Maintenant, peut-être en revenant déjà sur le b.a.-ba. On parle de cycle menstruel. Que signifie le terme cycle menstruel et de quelle phase est-il composé ? Ok. Les schémas d'un cycle menstruel classique. D'accord? Déjà, je commence par expliquer ce que c'est les classiques parce que sinon, on peut penser que toutes les femmes sont pareilles. Et ce n'est pas le cas. Mais juste pour un petit rappel, les cycles menstruels, ils commencent lors des premiers jours des règles, lors des premiers jours des saignements. Ok? Donc ça, on appelle les J1. Et il se finit après les jours avant les prochaines règles. Pour que ce cycle il soit considéré régulier, il doit avoir une longueur qui va entre 21 jours et 35 jours. Ça, c'est considéré un cycle régulier. Mais l'événement principal du cycle menstruel, au contraire de ce qu'on a l'habitude de penser que sont les règles, que sont les saignements, l'événement principal du cycle menstruel, c'est l'ovulation. Parce que c'est l'ovulation qui témoigne de la bonne santé des femmes et des sportives. Pourquoi? Parce que quand on a l'ovulation, on sait qu'on a au moins la montée des hormones, qui sont les estrogènes et la progestérone, je vais expliquer, mais sont des hormones qui sont essentielles pour la performance et la récupération sportive. OK? Donc, si vous regardez comme c'est illustré dans les schémas, vous allez voir que l'ovulation, elle a lieu à peu près au milieu du cycle. Donc, c'est à peu près. C'est pas les J14 et les cycles menstruels ne durent pas que 28 jours. Ça varie d'une femme à l'autre. Mais de façon générale, c'est à peu près au milieu du cycle qu'il y a l'ovulation. Mais avant l'ovulation, comme vous pouvez voir dans ce qu'il est illustré ici, il y a une montée des estrogènes représentés par la courbe en rouge. Ça, ce sont les estrogènes. Ils vont monter avant l'ovulation. Et ils vont redescendre, ils vont remonter à nouveau après l'ovulation. Donc, si on n'a pas l'ovulation, comme je disais, cet événement principal, probablement on n'a pas assez d'estrogène. Et après, je vais vous expliquer pourquoi cela est embêtant pour la performance et la récupération des sportifs. Ensuite, après l'ovulation, et si elle a eu lieu, on aura la montée d'une autre hormone, qui c'est la progestérone. C'est les pics de progestérone, illustrés ici avec la courbe orange. Là, comme vous pouvez voir. Et ça, cette hormone, elle ne va monter que si l'ovulation, elle a bien eu lieu. Si on n'a pas d'ovulation, on n'a pas de progestérone. Et puis, en troisième hormone, que c'est une hormone majoritairement masculine, c'est la testostérone. La testostérone, elle est 15 fois plus présente chez l'homme. Et c'est globalement ce qui différencie les hommes des femmes, dès le 12e trimestre de la grossesse. Donc, c'est ça qui va faire la grosse différence aussi sur les plans de la performance, parce que la testostérone, elle favorise énormément beaucoup de paramètres de performance, comme la puissance, l'endurance, la construction musculaire, ce qu'on appelle l'anabolisme. Okay? Mais les femmes en ont aussi un peu de testostérone. Certaines vont avoir un peu plus, certaines un peu moins. Mais la testo, elle fluctue aussi au cours du cycle menstruel. Cette testostérone, elle augmente en général
l'augmentation de la testostérone, elle est corrélée avec la présence des estrogènes. Donc, encore une fois, l'importance des estrogènes. Donc, elle monte à l'approche de l'ovulation et suite à l'ovulation. Mais elle a aussi des pics un peu, pour l'instant, peu compris de la recherche dans d'autres moments du cycle. Certaines femmes, par exemple, ont des pics de testostérone pendant la menstruation. D'autres non. Donc ça, on ne comprend pas encore exactement comment ça marche, mais on sait que suite à un entraînement très intense, 24 heures et 48 heures après, on a aussi un pic de testostérone. C'est pour ça qu'il a la fluctuation à la fois avec les cycles menstruels et suite à d'autres paramètres. OK? Donc ça, c'est la division classique du cycle. Donc l'ovulation marque les deux grandes phases. Donc, la phase folliculaire avant l'ovulation et la phase lutéale après l'ovulation. Mais ce qui nous intéresse vraiment et ce qu'on a pu observer à travers nos recherches, mais pas que les nôtres, mais de nos collègues chercheurs aussi, c'est qu'il y a globalement 4 phases, sous-phases, qui sont celles qui on observe des différences de la réponse à l'entraînement. Donc, il y a la première phase, c'est la menstruation. Ensuite, plus on s'approche de l'ovulation, c'est la phase pré- et ovulatoire. On passe l'ovulation, c'est la phase post-ovulatoire. Et après, quand on s'approche des prochaines règles, c'est la phase prémenstruelle. Quand toutes ces hormones-là, ils vont chuter. OK? Et pendant la menstruation, les hormones sont au plus bas. OK? Donc, ça sont les phases du cycle menstruel. Petite question quand même. Est-ce que c'est quelque chose déjà dont vous aviez conscience? Est-ce que vous connaissiez ces différentes phases? À main levée, qui connaissait déjà? D'accord. Bon, plutôt une grande partie. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Okay. Autre question, forcément, là on parle d'un cycle naturel. Est-ce que ces phases sont les mêmes lorsqu'on prend une contraception? Alors, quand on parle des contraceptions hormonales, il y a plusieurs types. Il y a des contraceptions qui sont en continu, mais celle la plus commune, habituelle en France et parmi les sportives, sont celles qu'on appelle monophasiques. C'est-à-dire, pendant 21 jours, il y a l'administration des hormones synthétiques, donc 21 jours de prise des pilules, ou alors 21 jours qu'on utilise des anneaux, 21 jours qu'on utilise des patchs, et ensuite, il y a à peu près, ça dépend du type de pilule, mais 7 jours de pause, où on ne prend pas des comprimés, ou alors on prend des comprimés placebo. Quoi qu'il arrive, pendant cette phase en général de 7 jours, il n'y a pas l'administration des hormones synthétiques. Donc, pendant 21 jours de prise d'hormones, selon les types de pilules aussi, elles changent un peu des concentrations d'hormones au cours de ces 21 jours, mais globalement, ces changements, il est très faible. L'idée, c'est qu'il y a 21 jours où les estrogènes et un type de progestérone est administré. Et pendant 7 jours, il n'y a plus cette hormone synthétique. Néanmoins, ce qu'on a pu observer avec nos dernières recherches, d'ailleurs on a publié ça il y a quelques jours tout simplement, on observe bien que pendant la phase des pauses, les hormones endogènes, c'est-à-dire celui que les corps continuent à produire, ils augmentent pendant la phase des pauses. Donc, on continue à voir, c'est pour ça que j'ai illustré ici avec cette ligne en pointillé noir, ce sont les fluctuations des hormones produites par les corps. Naturellement, il a un peu d'estrogène, naturellement, il a un peu de progestérone et aussi un peu de testo qui montent pendant la phase des pauses. Et au fur et à mesure qu'on prend la pilule, qu'on utilise les patchs ou les anneaux vaginaux, ça diminue parce que c'est aussi le but de la contraception, d'éviter l'ovulation. Parce que bon, c'est tout son intérêt. Mais là, c'est différent. Quand j'ai dit parmi celles qui ont un cycle naturel, qui est l'événement majeur et marqueur de santé, c'est l'ovulation. Ici, c'est un mécanisme différent. L'ovulation, elle a été interrompue. C'est volontaire. C'est différent quand on n'a plus d'ovulation de façon involontaire. C'est là que ça commence à poser des problèmes et nous allons en discuter. Mais ça, c'est le schéma pour celles qui prennent une contraception hormonale avec une phase de pause. Si vous prenez une contraception hormonale en continu, c'est-à-dire 28 jours en direct, en enchaînant les plaquettes, on appelle ça comme ça, en ce moment, il n'y a pas ces pics
qu'on observe dans les graphiques des productions d'hormones endogènes. C'est bien plus lissé. OK? Donc, en ce moment, c'est qu'on va parler et discuter sur des phases hormonales. On n'observe pas quand on est dans une utilisation d'hormones progestatives en continu. En tout cas, on n'a pas observé cela pour l'instant. Peut-être il nous faudra plus de recherches pour qu'on puisse identifier éventuellement d'autres cyclicités hormonales malgré l'utilisation des pilules en continu. On a vu donc les différentes phases. On voit que c'est un petit peu différent quand on est sous contraception. Ces différentes phases, est-ce qu'elles ont un impact sur le physique? Est-ce que dans l'imaginaire collectif, forcément, quand on pense au moment des règles, on va se dire, bah oui, c'est un moment qui est un peu plus délicat, qui est peu propice à la performance, où on est fatigué, on a des douleurs, etc. Est-ce que dans les faits, c'est une réalité? Et est-ce qu'il y a, justement, on va rentrer un peu dans le détail, mais des moments peut-être plus propices pour s'entraîner? OK. Donc, Erwan, je vais juste te demander de revenir sur la diapo. Non. Celle du cycle naturel, je pense que ça va être... Oui, il y a plus de phases ici pour expliquer, mais vous avez déjà en tête les schémas dans des phases avec la contraception. La première chose, et ça, je trouve que c'est vraiment fascinant que nous avons découvert par rapport aux cycles menstruels, c'est que, au contraire de ce qu'on croyait, c'est-à-dire que parce que les hormones chutent, parce qu'on n'a pas d'assez d'hormones en phase de menstruation, c'est pour ça qu'on rame. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on a mal et qu'on a trop de douleurs. Et si c'était exclusivement lié à cette chute hormonale, il n'y avait rien qu'on pourrait faire. On est d'accord. Parce que ça, c'est l'organisation naturelle, la physiologie naturelle du cycle menstruel. Les hormones vont chuter pour démarrer un nouveau cycle. Mais ce n'est pas cette chute hormonale qui est liée à tous ces troubles qu'on peut observer comme la fatigue, les ballonnements, les douleurs des règles, les maux de tête. Ce qu'on a pu observer, c'est que tous ces côtés négatifs, il est associé justement aux symptômes menstruels que je viens de citer. Mais ces symptômes, ils ne sont pas inéluctables au cycle menstruel. Ils ne sont pas forcément présents dans un cycle menstruel. Si on a des douleurs, si on a des maux de tête, si nous avons des ballonnements, troubles digestifs, les fringales, l'acné, tout ça, c'est en fait des signes qu'il y a des choses qui ne sont pas correctement réglées, on va dire. Qu'il y a des déséquilibres qui s'opèrent quelque part, passibles d'être corrigés. Et ça, c'est vraiment fascinant. Déjà, d'une part, de dire, OK, parce que si je reviens quand j'étais athlète et je subissais bien mon cycle menstruel, je pensais, mes coéquipières, je voyais bien, elles ne subissaient pas. Ça allait. Mais pourquoi j'étais pliée en deux, j'avais envie de vomir, mes lèvres étaient bleues quand j'avais mes règles. Je pensais juste que je n'avais pas la chance. Ce que je ne savais pas et ce que j'essaye de partager avec vous, ce n'est pas que je n'avais pas la chance. Il y avait quelque chose, il y avait un problème que je devrais corriger. Parce que ces symptômes, ils ont un impact négatif sur la performance. OK? Donc, une athlète qui souffre avec des douleurs des règles, une athlète qui souffre avec des maux de tête, même si légers, tous ces symptômes ont un impact négatif sur la performance. Et ça, on a pu mesurer. On a pu mesurer à travers l'analyse des GPS. Par exemple, les joueuses de foot, elles utilisent des GPS quand elles s'entraînent, quand elles participent des matchs. Et ce qu'on a pu voir, dès qu'elles ont un symptôme, et on demandait de noter les symptômes de 1 à 10, même si elles mettaient un symptôme genre aujourd'hui, par exemple, je suis ballonnée, aujourd'hui, j'ai des changements importants d'humeur, et que les niveaux d'intensité de ces symptômes étaient 2, 3, c'est-à-dire pas trop élevés, on constatait sur leur GPS qu'elles couraient moins vite. Et quand elle marchait plus sur les terrains et courait moins vite quand elle courait. Et par contre, quand elle déclarait en lésion musculo-squelettique, on n'observait pas ces effets significatifs sur leur GPS. C'est-à-dire, ça dérangeait moins de s'entraîner peut-être avec un ischio qui tire un peu, les genoux qui gênent un peu, que les symptômes menstruels. Et ça montre comment d'habitude,
On ne parle même pas à l'entraîneur, on ne parle même pas à l'entraînement qu'on a des symptômes. Les athlètes que nous avons suivis, elles étaient plus à l'aise de parler qu'elles avaient mal à la cheville, mal au dos, que de dire qu'elles avaient mal par rapport aux règles. Or, l'impact était plus important d'avoir les symptômes. Donc, les premiers résultats, c'est oui, les symptômes et pas les cycles ont un impact négatif sur la performance. Mais je vais finir avec un côté super positif. Et là, c'est vraiment, je trouve ça incroyable, ce que nous avons observé, c'est que les cycles menstruels ont aussi un impact positif. C'est génial, non? Parce que c'est pas possible de penser qu'on est né que pour souffrir, là. Non, c'est pas possible. OK. Donc, nous avons observé un impact positif du cycle menstruel. C'est-à-dire, quand on enlève les symptômes, quand les athlètes n'ont pas trop de douleurs, quand elles n'ont pas des symptômes menstruels qui sont là, c'est ça qui gêne la performance, elles sont capables de performer dans toute phase du cycle. Menstruation, pré-ovulatoire, post-ovulatoire et prémenstruel. Par contre, quand elles sont bien en train d'ovuler, à l'approche de l'ovulation avec ces pics-là des estrogènes, cette courbe rouge-là qui c'est illustrée ici, on observe une montée de leur capacité à réaliser des entraînements très intenses. Elles sont capables de courir plus vite et de rester plus longtemps à haute vitesse. Ça, c'est un boost hormonal naturel qu'on a pu observer et qui varie certes d'une femme à l'autre. Là, c'est très schématiquement illustré à l'approche de l'ovulation. La majorité des femmes vont ressentir ces boosts hormonaux à l'approche de l'ovulation, mais certaines femmes vont sentir un peu plus tardivement, un peu plus tôt. Donc, ça varie d'une femme à l'autre. Mais je trouve que c'est vraiment génial de savoir que nous constatons un effet positif. Et cet effet, on a observé aussi parmi celles qui prennent la contraception. Parce que et c'est pour ça que je vous montre qu'il y a quand même une fluctuation endogène. Donc, certaines athlètes, on a observé que lors de la première semaine des pilules, c'est là qu'elles sentaient les boosts hormonaux. Je ne sais pas si c'est le cas de certaines ici d'entre vous. D'autres sentaient mieux pendant la pause. Mais globalement, c'était ou la semaine de pause ou la première, 12e semaine de prise des pilules. C'est que ça montre quand même qu'il y a une sorte d'horloge physiologique liée à ces fluctuations hormonales. Donc, ce qu'on comprend toutes et tous, c'est que normalement, on n'est pas censé en chier pendant pour dire les choses vulgairement. Normalement, bien résumé, c'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'en parler. C'est un sujet extrêmement... c'est pas parce que j'ai travaillé avec ce sujet, mais c'est vraiment très important d'en parler parce qu'on souffre sans avoir besoin. Et je suis passée par là, j'ai vu et pu accompagner plusieurs sportifs des niveaux olympiques et qui n'étaient pas accompagnés sur ces questions. Donc, ça montre quand même comment les femmes ont encore un manque de soutien, de prise en charge de qualité. Donc, si parmi d'entre vous qui sont en train d'écouter le podcast ou qui sont là ce soir et si vous ramassez pendant vos règles, par exemple, c'est-à-dire si vous êtes plié en deux, si vous avez envie de vomir, si vous n'arrivez pas à sortir du lit, c'est immédiatement, vous devrez chercher un gynécologue pour essayer de savoir si ce n'est pas l'endométriose. OK? L'endométriose touche environ une femme sur 10. Donc là, si on a ici, il peut en avoir 5 avec une endométriose. Et les problèmes de l'endométriose, c'est que plus tardivement elle est diagnostiquée, plus ces douleurs seront importantes. Parce qu'il y a un mécanisme qu'on appelle en anglais central sensitization, qui c'est en fait une augmentation des douleurs. Okay? Donc, plus tardivement cette endométriose elle est diagnostiquée, plus les douleurs sont importantes et plus certains effets associés à l'endométriose, comme l'infertilité, sont importants. Donc, ce n'est pas... Et je sais, parce que avec mon compte Instagram, plusieurs fois, il y a des femmes qui m'écrivent en disant « Tu as dit que ce n'est pas normal d'avoir des douleurs de règles. Je suis allée voir un médecin. Le médecin a dit que c'était normal. »
ce qui n'est pas normal là, c'est le médecin. OK? Dans ces cas, vous allez changer de médecin parce qu'aujourd'hui, il y a assez d'évidence scientifique en disant qu'excès de douleur des règles, c'est les principaux symptômes des maladies du cycle. Ça peut être une endométriose, un adémiome, et il faut chercher cela. Après, un peu de douleur, je ne vais pas dire que c'est normal, mais n'est pas forcément associé à une endométriose ou autre maladie gynécologique. Mais en général, c'est associé en excès, c'est un environnement pro-inflammatoire, un excès d'inflammation. OK? Pourquoi? L'inflammation, cet environnement inflammatoire, il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel, mais certains mécanismes sont associés à l'alimentation. OK, une alimentation qui est pro-inflammatoire va augmenter ces douleurs des règles. Une alimentation aussi qui manque de certains micronutriments va augmenter ces douleurs des règles. Et aussi tout autre mécanisme associé à la gestion du stress et l'hygiène de vie comme l'alcool, les tabacs, les drogues psychoactives, tout ça, ça va augmenter les douleurs des règles. OK? Donc, l'information à retenir est si vous avez trop de douleurs des règles, il faut chercher de l'aide. Si c'est un peu de douleur, quand on va rentrer dans la partie alimentation et gestion des symptômes, on pourra en discuter comment gérer ces symptômes qui, en fine, ont un impact sur la performance. Et on ne peut pas négliger aussi le fait que les symptômes, c'est 3, 4, 5 jours par mois. Au cours d'une année, ça fait presque plus d'un mois d'entraînement moins qualitatif. Et ça, c'est un impact sur le sport, sur la performance, sur la qualité de vie. OK, donc c'est important d'essayer de s'attaquer aux symptômes menstruels. Parce que ça, c'est pas normal. C'est comme les syndromes prémenstruels. Ah, j'ai envie de casser le nez de mon copain quand je m'approche des règles. Les changements d'humeur, ils sont communs. Mais ça aussi, ça témoigne de quelque chose qui ne va pas. Juste pour vous donner un ordre d'idée, les recherches actuelles montrent que le syndrome prémenstruel est associé à une augmentation des risques post-ménopause, des risques cardiovasculaires. OK? Donc, si vous avez envie de casser le nez de votre copain, c'est parce que vous avez des changements d'humeur associés à des mécanismes qui, plus tard, sont graves pour votre santé. C'est pour ça qu'il faut essayer de combattre les symptômes au lieu de dire « c'est normal ». OK? Petit sondage encore un petit peu pour se rendre compte, parmi les personnes de l'assistante qui ont leurs règles, combien ont des symptômes qui sont désagréables? D'accord. On a du boulot. Hein. ça fait quand même pas mal de monde. Mais quand je dis que c'est normal, en population générale, les recherches montrent que c'est 9 femmes sur 10 qui ont des symptômes, soit des douleurs des règles, soit des syndromes prémenstruels, soit d'acné. Donc, c'est 9 femmes sur 10. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on dit, ça fait partie d'être une femme. Ouais, voilà. C'est comme ça, ça va s'améliorer après la ménopause. C'est une façon de voir les choses. On va en parler. Mais non, on va partager quelques astuces pour essayer de comprendre l'origine de ces symptômes. Avant, effectivement, peut-être d'essayer d'aller un peu plus loin sur comment comprendre et comment lutter, entre guillemets, contre ces symptômes. Pour schématiser ce que tu dis, Juliana, c'est qu'en fait, il n'y a pas de moment pas propice, finalement, dans le cycle pour s'entraîner. C'est-à-dire que tout le cycle menstruel est un moment propice pour s'entraîner. Oui, dans un cycle régulier, ovulatoire et sans excès de symptômes, tous les moments sont propices. Par contre, bien entendu, c'est même une question de bon sens. Si on a des douleurs des règles, si on est fatigué parce qu'on a les douleurs des règles ou tout autre symptôme, s'entraîner de façon très intense peut empirer ces symptômes sur les moments. C'est-à-dire, les recherches montrent que, quand je dis les recherches, c'est parce que ce n'est pas les nôtres, c'est en population générale, montre que la pratique de l'activité physique régulière, elle atténue un peu les symptômes négatifs du cycle. Donc ça, c'est positif. Par contre, entraîner de façon très intense
va augmenter certains symptômes. J'explique juste rapidement les mécanismes. Les douleurs des règles, elles sont associées à la libération des prostaglandines qui sont inflammatoires. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'est un environnement inflammatoire qui déclenche cet excès des règles, parce que ça va favoriser un excès des prostaglandines. C'est pour ça que les premiers médicaments qu'on donne pour les douleurs des règles sont des anti-inflammatoires, parce qu'il y a un excès d'inflammation. Et cette prostaglandine, elle va, en fait, on a besoin d'une petite quantité qui va favoriser la contraction de l'utérus. C'est ça qui va faire la desquamation de l'utérus et que c'est le saignement. Okay? Donc, il y a cette contraction. Mais s'il y a trop de contractions, c'est comme quand on fait trop d'efforts et on se sent lactique, comme on appelle, c'est quand il manque l'oxygène. C'est la même chose. Il va manquer d'oxygénation sur les muscles à l'extérieur de l'utérus ou à l'intérieur aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir cette sensation lactique, douloureuse. Et c'est ça qui fait les douleurs des règles. Donc, si on adopte des actions, des styles de vie anti-inflammatoires, on peut espérer d'avoir une libération moins importante des prostaglandines. Et donc moins de douleurs. Et donc, l'activité physique, elle va atténuer cet environnement inflammatoire. Mais et donc, c'est pour ça, dès qu'on commence à sentir, ce matin, ça y est, je vais commencer à sentir un peu de douleur, tout exercice qui va mobiliser la région pelvienne et donc favoriser l'oxygénation locale, va atténuer les douleurs des règles. Ça peut être les massages locaux, ok? Donc vous-même, vous pouvez les faire, des massages. Ce sont les kinés aussi, ils peuvent faire des massages. Mais aussi tout exercice qui on peut faire bouger la région pour augmenter l'oxygénation. Donc des exercices de type pilates, des exercices de type yoga. Mais tout de suite, là, quand on commence à sentir la douleur, la première chose qu'on a envie, c'est pas de bouger. Mais ça va aider. De la même façon, en footing léger, ça va aider. Par contre, si on va taper sur la très haute intensité, ça va manquer encore plus d'oxygénation et ça va empirer les douleurs. Et justement, donc comment essayer de prévenir tous ces symptômes dont tu parles depuis le début, parce qu'ils sont très variés. Ouais. Tu le disais, ça peut être des céphalées, ça peut être des douleurs de ventre, ça peut être des ballonnements, peu importe. Chaque personne a des symptômes malheureusement différents. Qu'est-ce qu'on doit faire, sachant qu'on est chaque personne un individu différent avec des symptômes différents? Oui, déjà, il est difficile de donner beaucoup de pistes très généralistes sans connaître les profils de chacune pour essayer de comprendre vraiment les profils hormonaux. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'ovulation? Parce que s'il n'y a pas d'ovulation, c'est aussi qu'il n'y a pas la montée de la progestérone. C'est une hormone, par exemple, qui contribue à l'état apaisé. Il a une action antidépressive. Il a une action anti-anxiété. Donc, pour des femmes qui n'ont pas assez de montée de la progestérone, sont des femmes qui la dépression peut jouer un rôle plus important. D'ailleurs, c'est pour ça que certains, c'est le cas des stérilés hormonales. Parce que je n'ai pas parlé des stérilés hormonales, on conserve l'ovulation. C'est bien. Okay? On conserve les pics d'estrogène. Mais par contre, on n'a pas on remplace la progestérone par un progestatif qui est dans les stérilés. Et certaines études montrent une augmentation du risque de dépression parmi ces femmes-là. Mais c'est lié au profil hormonal. Mais certaines femmes sont sensibles à l'absence de progestérone, d'autres un peu moins. Donc, tout ça pour dire que je ne peux pas généraliser. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on peut diviser les symptômes en deux grands groupes, selon les phases qui vous affectent le plus. Si c'est la phase de menstruation, c'est surtout des symptômes liés à la prostaglandine, ok? Donc à cet environnement inflammatoire. Si c'est surtout en phase prémenstruelle, ça c'est lié au syndrome prémenstruel ou d'autres mécanismes qui sont différents. Donc je vais expliquer ces deux grands cas, mais l'idéal, c'est
c'est à vous de savoir déjà quels sont les symptômes que vous ressentez, avec quelle fréquence et dans quelle phase ça vous arrive. OK? Et quels sont les types vraiment la typologie de vos symptômes. Donc, si c'est surtout en phase des menstruations, il y a 2 grands groupes dans la phase de menstruation, mais là, je vous ai expliqué un peu les mécanismes liés à la libération des prostaglandines. Donc, toute action anti-inflammatoire, ça sera bénéfique. Quelles sont les actions anti-inflammatoires? Déjà, on va faire un petit sondage ici. Pour toutes celles qui ont levé la main d'avoir des douleurs des règles, je voudrais savoir à peu près combien de fois par semaine vous mangez des poissons gras du type maquereau, sardines, thon. Je vois des têtes ici. Je veux pas. Mais est-ce que vous mangez, par exemple, moins que 3 fois par semaine? Celles qui en mangent moins de 3 fois par semaine, levez la main. Ah ben voilà. Donc nous avons ici une grande majorité. Mais là c'est juste un exemple. Il y a d'autres aliments qui sont riches en bonne graisse. Et les femmes ont besoin des graisses saines. Ces graisses saines sont les graisses insaturées. L'oméga 3, OK? Surtout. Mais c'est pas que, mais ça, c'est vraiment important d'avoir un bon apport de graisses saines. Parce qu'on a grandi dans cet univers où les graisses sont mauvaises. On déteste les graisses, mais on a besoin, nos hormones on sont dépendants, OK? Donc, l'origine des graisses saines sont les poissons gras, donc les petits poissons gras comme les maquereaux, les sardines, les thons, les saumons. Mais les thons et les saumons, on sait qu'en termes de métaux lourds, c'est pas génial. Hein? Mais donc, concentrez-vous sur les petits poissons gras. Sinon, si vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour la cuisson, l'huile d'élan pour assaisonner. Vous pouvez utiliser aussi les graines de chia, les graines d'élan. Tout ça sont des sources de bonnes graisses. Mais ça, c'est pour manger tous les jours. OK? Si on n'en a pas assez des graisses saines, on va voir, et les études montrent, là ce n'est pas nos études avec les athlètes que nous avons suivis, mais des études dans la littérature scientifique montrent que ce sont des femmes qui ont les règles plus douloureuses. Okay? C'est juste pour vous donner une piste. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, du moment qu'elles intègrent une alimentation plus riche en oméga 3 déjà, elles vont avoir moins de douleurs des règles. C'est génial, non? C'est génial. Okay. Donc, ça, c'est un exemple. Je peux en parler aussi d'un autre exemple, c'est aussi ce qui dérange beaucoup de femmes pendant la menstruation, c'est la fatigue. On n'a pas trop envie de sortir du lit, etc. Et d'habitude, cette fatigue, elle est fréquemment associée à la diminution des niveaux de fer. Parce que lors des saignements, on perd du fer. Déjà, il y a environ 30-40% des femmes qui sont carencées en fer. Et les conséquences de cette carence en fer, c'est une fatigue, une lassitude, être irritable, être énervé. Et ça, quand on s'approche de la menstruation et qu'on perd davantage de sang, ça fait qu'on est plus fatigué. C'est plus difficile d'enchaîner les entraînements. On va être essoufflé plus rapidement. OK? Et donc, une piste qu'on peut toujours donner, c'est d'aller voir un médecin, vérifier les niveaux de fer. OK? Et déjà, dans un esprit de prévention de cette fatigue, dans cette première moitié du cycle, il est plus facile pour notre corps d'absorber les fers. OK? Et les fers, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont carencées. C'est parce que déjà, les femmes, d'habitude, mangent moins des viandes et d'origine animale. Pour plusieurs questions, mais les femmes en mangent moins. Et les fers, il est plus facile d'assimiler les fers d'origine animale. Et donc, mais c'est pas évident d'assimiler les fers. Mais c'est pour ça que je préconise d'augmenter la consommation des aliments riches en fer, si possible des viandes animales, pour celles qui n'en mangent pas trop de viande animale, d'origine animale. Mais la première moitié du cycle, au moins vous allez booster un peu votre niveau de fer.
OK? Et après, il y a des pistes supplémentaires pour booster vraiment cette assimilation des fers, c'est de manger en parallèle avec des aliments riches en vitamine C. Genre, si vous mangez des œufs qui ont du fer, en parallèle avec du persil ciselé, c'est de la vitamine C. Un jus d'orange, c'est de la vitamine C. Ça favorise l'absorption du fer. C'est ça que c'est difficile. Et une fois qu'on est carencé, il est très difficile de supplémenter. Et vous ne pouvez pas supplémenter toute seule. Okay? Donc, ce sont des mécanismes liés à ces symptômes-là. Et après, bon, il y a pour chaque symptôme, il peut expliquer un mécanisme en sorte de défaillance. Et c'est ce qu'on doit identifier pour corriger. Si on repart un petit peu sur le terrain de l'entraînement, parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont là pour ça et savoir comment s'entraîner finalement quand on est une femme, et aussi des personnes qui entraînent des sportives. Quels sont tes conseils ? Alors là, je vais me focaliser peut-être plus sur les personnes qui ont en charge des sportives. Quels sont les conseils que tu donnerais à ces personnes-là ? Tu le disais, chaque personne est différente, chaque symptôme potentiel va être différent, certaines vont avoir des douleurs, d'autres non, certaines vont être sous contraception, d'autres non. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui ont en charge des sportives ? La première chose, et je pense que ça c'est vraiment important, c'est d'écarter les troubles du cycle liés au déficit énergétique. Ça, c'est la première chose, parce qu'on en a parlé d'un cycle ovulatoire qui peut avoir des symptômes et vont gêner, mais ce qui va vraiment gêner la performance sur les moyens termes, à long terme, ce sont des cycles qui n'ont pas d'ovulation. Donc, une personne qui travaille avec des sportifs, soit des coachs, préparateurs physiques, des kinés, du moment que vous soupçonnez on est en déficit énergétique. Je vais expliquer ce que c'est. Mais vous n'allez pas forcément soupçonner des déficits énergétiques juste en regardant l'athlète, même s'il y a des pistes là-dessus. En fait, ce sont les athlètes qui n'ont plus leurs règles. OK? Donc, elles ont un cycle naturel. Elles devraient avoir leurs règles. Mais si elles ovulent pas, elles vont pas avoir les règles. OK? Et ce qui nous inquiète, c'est pas l'absence des règles, c'est l'absence d'ovulation. Et donc, si vous accompagnez un athlète, notamment celles qui ont beaucoup de fractures de fatigue, et ça arrive beaucoup en course à pied, sont celles que vous pouvez déjà interroger sur leur cycle menstruel. Soit elles vont dire « Ah non, ne vous inquiétez pas, mon cycle il est régulier. » Et là, vous posez la question « Mais vous prenez la pilule ?» Oui. Donc, ça ne sert à rien parce que la pilule, elle ne peut pas nous donner d'informations sur l'ovulation parce que, comme j'ai expliqué, il n'y en a pas. OK? Donc, si elle prend la pilule, on ne peut pas se fier à la régularité du cycle. Elle va avoir des saignements réguliers, mais ça ne veut rien dire. Pour celles qui ont un cycle naturel et qui commencent à avoir des cycles plus longs que 35 jours ou plus courts que 21 jours, là, vous pouvez déjà interroger cette sportive sur des questions liées à son alimentation. Donc, les sportives qui ont des cycles irréguliers, des saignements entre les cycles ou des cycles trop longs ou moins de 4 règles par an sont des sportives qui sont carencées en estrogène. Ça veut dire l'estrogène, il ne monte même pas, ça ne permet pas de déclencher l'ovulation. Et si elles n'ont pas d'estrogène, et c'est qu'on n'a pas parlé des estrogènes, c'est qu'ils sont très importants pour la prise des masses musculaires. Ils sont très importants pour l'intensité de l'entraînement, mais ils sont aussi fondamentaux pour la santé osseuse. Ils régulent le métabolisme osseux. Et donc, quand une sportive commence à dire elle n'a plus les règles, ce que vous devrez entendre, c'est qu'elle n'ovule pas. Si elle n'ovule pas, elle n'a pas ses pics d'estrogène. Et donc, sont des sportifs qui sont beaucoup plus à risque des fractures de fatigue. Et c'est 4 fois plus de risques. Hein. Elles ont plus de risques aussi de développer des entraînements parce qu'elles se blessent plus fréquemment. La récupération est bien trop longue. Si elles vont passer par une chirurgie, ce sont celles qui vont prendre plus longtemps de récupération. Et donc, ça, c'est vraiment la première chose à prendre en compte. C'est déjà les niveaux de santé parce que j'ai commencé par la présentation. L'ovulation témoigne
de l'état de santé des femmes et des sportifs. Ok? Pour celles qui prennent la pilule, vous ne pouvez pas savoir si elle a un cycle régulier ou pas. Et donc, déjà, si ce sont des athlètes qui sont qui ont un indice de masse corporelle très bas, sont potentiellement à risque parce que, comme j'ai expliqué, on a besoin d'un minimum de gras pour faire les hormones fonctionner. Si ce sont des sportifs qui ont des comportements éventuellement étranges vis-à-vis de l'alimentation, cela peut témoigner des troubles du comportement alimentaire qui sont très associés à la santé hormonale des sportifs et qu'en absence de ces hormones, même pour celles qui prennent la pilule, les conséquences, elles sont beaucoup trop importantes pour être négligées. Ça, j'ai parlé j'ai parlé du côté à surveiller du point de vue professionnel. Mais pour celles qui ont un cycle naturel, ovulatoire, comment tirer profit? Tout à fait. Voilà. Parce que j'ai commencé par alerter. C'est intéressant en tout cas, je pense que, et ça c'est d'ailleurs une des choses peut-être à retenir, c'est qu'il est important de communiquer. Et c'est pas forcément évident d'ailleurs pour que ce soit l'athlète ou que ce soit l'entraîneur de pouvoir justement avoir un échange honnête et sincère sur ce qui se passe dans le cycle de la sportive qui est entraînée. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir dire les choses de façon honnête et l'entraîneur en tout cas doit aussi se soucier de façon doit se soucier en tout cas du cycle de sa sportive, si je comprends bien. C'est hyper important ça. C'est extrêmement important. Ce sont des sportifs qui témoignent tout le temps des trop fatigués, des blessures à répétition, une récupération lente après une blessure. Tout ça, ça devrait faire venir à l'information du cycle parce que le cycle est en train de nous dire si tous ces hormones circulent en bonne quantité. Et que c'est essentiel pour la santé des sportifs et des femmes en général. Ouais. Et justement, donc quand on a compris que la première chose à faire, c'est justement d'enlever tout ce qui pouvait être un frein. Mais une fois que tout va bien et que on a un cycle, on ovule bien, que le cycle va bien, comment tirer profit le plus positivement possible de ces cycles? Alors, la première chose, c'est déjà de s'auto-évaluer. J'ai dit ça pour éviter de suivre des recettes magiques qui disent dans la phase de menstruation, il faut faire ça. Dans la phase préovulatoire, il faut faire ça. Mais comment, chaque femme a un profil hormonal différent. Même si les schémas pour celles qui ovulent, c'est similaire, on a une différence dans notre réponse à ces fluctuations hormonales. Parfois, on répond mieux quand l'hormone est en train de monter. Parfois, on répond mieux quand l'hormone est en train de descendre. Donc, je ne peux pas faire une recommandation unique à toute femme. Mais je peux recommander de s'auto-évaluer. Prenez un cycle au moins et prenez des notes. Ça peut être sur une appli, ça peut être sur un papier. Prenez des notes. Comment sentez-vous les J1, les J2, les J3 par rapport à votre sport, par rapport à votre fatigue, par rapport à votre technique? On a fait ça même avec des chanteuses de l'Opéra de Paris. On peut s'interroger comment vous chantez, si vous travaillez avec des travaux, je ne sais pas, même de façon, ton paramètre cognitif. Donc, c'est ce qui compte pour vous. Évaluez cela. Si c'est parce qu'on a aussi suivi des golfeuses, qui ce sont des sports tactiques ou techniques. Donc, évaluez-vous sur votre performance, sur votre bien-être, sur votre état de forme. Est-ce que tu te sens plus en forme? Mais au réveil. Ça, c'est important parce que au milieu de la journée, ça va être trop dépendant de tout ce qui s'est passé au cours de la journée. Si quelqu'un vous embête, s'il y a du trafic, s'il fait beau, s'il pleut. Les matins, déjà, ça va montrer un peu votre état de base. OK? Donc, à votre réveil, évaluez-vous. Et après, à l'entraînement. Essayez d'identifier un pattern. Quelque chose des cycliques, parce que c'est normal, il y a des jours que tu vas te sentir moins fatigué, plus fatigué, mais essayez de voir si, en effet, globalement, quand je m'approche de cette phase, je commence à me sentir mieux, pourtant, il pleut, pourtant, je sais pas, il y a des événements qui me plaisent pas, je sais pas. Donc, essayez d'évaluer ça, et vous-même, vous allez voir que vous êtes en mesure d'identifier vos meilleures phases.
c'est pour identifier vos meilleures phases. Ok, ça c'est important. Normalement, vous allez identifier une fenêtre, et j'appelle ça la fenêtre optimale. C'est là qu'en termes hormonal, on sait ça, c'est le meilleur environnement. Ok, ça c'est la fenêtre optimale. Ça veut dire que l'autre moitié du cycle, la moitié n'a pas besoin d'être la première moitié, ça peut être plus décalé vers la droite, vers la gauche, peu importe. Vous identifiez à peu près 2 semaines du cycle, qui est vraiment très intéressante. Normalement, ce ne sont pas là où vous avez des symptômes, pour des questions évidentes, parce que s'il y a des inflammations et tout, c'est pas là que vous allez répondre au mieux à l'entraînement. Donc, vous identifiez la fenêtre optimale. Ça veut dire que l'autre moitié, c'est une fenêtre que votre corps demande un peu plus de récupération. C'est pour ça que j'appelle ça la fenêtre de récupération. Une fois que vous avez identifié la fenêtre optimale, c'est là qu'on peut jouer avec l'entraînement. Et c'est ce que nous avons préconisé avec des athlètes olympiques. On a pu faire ça avec certaines. On n'a pas encore d'évidence scientifique de cette individualisation, parce que c'était une individualisation, mais il y a déjà des études montrant, parmi les femmes qui font du sport, pas forcément olympique, mais des bénéfices en termes des gains de performance et en termes des gains de masse musculaire. Ok, donc, et comment on fait? C'est simple. On utilise cette fenêtre optimale pour augmenter l'intensité de l'entraînement. Comment on augmente? Ça dépend du sport que vous faites. Si je prends l'exemple de la course à pied, on peut faire, disons, du footing tous les jours, on va dire 45 minutes tous les jours, à la même intensité. Ça, on ne prend pas en compte les cycles menstruels. On considère qu'on est linéaire. Ok, on s'entraîne tous les jours à la même façon, la même programmation. Mais si on prend en compte les cycles, c'est qu'on peut faire pendant la fenêtre optimale, on peut se déplacer des entraînements les plus intenses. Par exemple, des séances des fractionnés, des séances des côtes, des séances à allure plus élevée. Ok? Et quand nous sommes en fenêtre de récupération, c'est pas qu'on va changer complètement l'entraînement. Les socles communs de l'entraînement, ils restent pour des questions évidentes. Et il est commun. Mais là, on va placer un peu plus d'entraînement de type sortie longue, à allure légère, et des séances un peu plus où on se fatigue moins, on va mettre plus de volume et moins d'intensité. En faisant ainsi, on favorise à la fois la récupération dans la fenêtre de récupération, c'est ça que le corps est en train de demander, et on favorise l'adaptation aux stimuli de l'entraînement au bon moment. Ça c'est comme si, juste pour vous donner une idée, là, nous avons tous les cycles circadiens. Tous, ça veut dire femmes et hommes. Nous avons les cycles circadiens, ça veut dire les cycles des 24 heures, jour et nuit. Forcément, si on fait ces podcasts-là pendant la journée. Mais si on faisait à 3 heures du matin, la quantité d'informations que vous alliez retenir, ça serait beaucoup moins importante. On est d'accord. Parce qu'on serait dans notre fenêtre de récupération. Okay? Par contre, c'est la journée qu'on produit, qu'on travaille, qu'on fait du sport. L'idée, elle est la même. C'est les mêmes cycles physiologiques que je suis en train de parler. C'est juste qu'il y a ces cycles de 24 heures. Les hommes ont cette fluctuation hormonale pendant 24 heures. Les femmes ont cette fluctuation hormonale au cours des environ 4 semaines. C'est valable aussi pour celles qui prennent une contraception hormonale. Vous pouvez vous auto-évaluer, prendre des notes. Et vous allez identifier, d'ailleurs, nous avons des sportives qui nous avons suivis et qui avaient dit déjà, moi, je calcule toujours mes grandes échéances sportives pour être dans la première semaine des prises de pilules. Donc, certaines, avant même notre suivi, elles savaient déjà quelle fenêtre était leur fenêtre optimale. Je trouve ça hyper intéressant, c'est connaître à ces points. Ça d'ailleurs c'est intéressant aussi parce que souvent on prend l'exemple toujours de la course à pied, il peut arriver bien évidemment que par exemple le jour de la course, notre premier marathon ou je ne sais pas quoi, ce soit le jour pile de nos règles. Souvent on va se dire que du coup potentiellement tout ce qu'on a mis en place va pas forcément être optimal le jour de nos règles. Est-ce que ça c'est quand même vrai? Ou finalement, si on t'écoute, ça n'a pas lieu d'être normalement? Encore une fois,
ça aura un impact négatif pour la performance s'il est associé à des symptômes. Je peux vous donner un exemple qui va vraiment illustrer cela. On a l'exemple des 2 marathoniennes. Et j'adore cet exemple parce qu'elles font les mêmes activités, elles sont marathoniennes. On a Lone Salpeter. Elle a fait 5 mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a fait la première place ou la 3e place à ces marathons, les mêmes des Jeux Olympiques. Elle avait fait en 2h17 minutes et quelque chose. Et puis, les jours J des Jeux Olympiques, la même épreuve, 5 mois après, au milieu de la course, elle a dû s'arrêter parce que c'était son premier jour des règles. Elle était pliée en dos. Elle a dû s'arrêter au milieu de la course. Elle a fini le marathon en 2h48. C'est que c'est encore énorme, mais ça lui a coûté une médaille. Mais encore une fois, elle était dans cet environnement trop inflammatoire, ok? Et là, dans ce cas, pour moi, soit elle avait plus ses règles et elle acceptait ça, et avec le stress des Jeux Olympiques, ça a déclenché les règles, soit elle n'a pas été assez bien accompagnée. Ils ont vu qu'elle avait trop mal pendant les entraînements et ils n'ont rien fait. Et donc, ça a eu un impact. Et sinon, le deuxième exemple, c'est Paula Radcliffe. Premier jour de ses règles, elle a battu son record au marathon de Chicago, 2h17 minutes. Donc, les deux sont 2 marathoniennes bien préparées avec les mêmes niveaux de performance. Premier jour des règles et deux histoires complètement différentes. Donc, mon conseil, c'est n'attendez pas de s'approcher de votre compétition, de votre échéance majeure pour prendre soin de vous et de votre cycle et dire « Oh mince, c'est aujourd'hui la menstruation ». Non, on doit comprendre son cycle et prendre tout cela en charge bien en amont. Et justement, pour rentrer aussi un peu dans le concret, c'est vrai que vous, à l'INSEP, vous aviez un système de monitoring, donc vous suiviez les sportives. Comment faire à échelle individuelle pour avoir un peu le même type de suivi, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes outils à notre disposition? Je vais vous parler d'un projet justement que j'ai collaboré de façon bénévole et que j'ai mis en place avec Lou Vétier, qui est en charge de ces projets, qui s'appelle Cyclomy, son but, en fait, elle a écouté les podcasts, d'ailleurs ton podcast. Elle a écouté ton podcast, elle m'a contacté et elle a été intéressée de rendre accessible ce type de recherche, ce type de connaissances au grand public. Et donc, on a discuté et tout ça, mais j'ai vu que mes recherches, elles étaient trop limitées aux sportives de haut niveau. Et d'ailleurs, dans mes recherches, quand je cite les exemples des prostaglandines, d'oméga 3, des carences en fer, ça sort du cadre de mes recherches parce que je me base sur des recherches réalisées sur la population générale. Et donc, elle m'a proposé de créer quelque chose pour permettre aux femmes de s'auto-évaluer. C'est un peu ce que je vous ai proposé de faire, c'est de faire cette évaluation journalière et évaluer son sport, faire quelques tests hormonaux aussi qui est compris dans les kits. Et donc, nous avons créé ces kits et toute la partie scientifique, l'intelligence scientifique, c'est moi qui a produit. Et donc, si vous voulez en connaître un peu plus, c'est comme je vous ai dit, soit vous pouvez faire par vous-même en prenant des notes, en utilisant un appli, soit il y a ces kits qui s'appellent Cyclomy. Et Cyclomy, il permet de faire de guider pas à pas ce qu'on doit observer au cours du cycle. Et une fois qu'on a observé, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, on observe les syndromes prémenstruels. Et là, il y aura des questions. Est-ce que c'est un syndrome prémenstruel lié à la déprime ou à la rétention d'eau? Si c'est à la rétention d'eau, on préconise telle chose. Si c'est lié par exemple, à la déprime, on observe tel paramètre de l'alimentation, etc. Et ensuite, comment on adapte l'entraînement en fonction de chaque sport, en fonction de chaque cas, pour tirer profit du cycle menstruel.
Donc, j'ai mis les QR codes ici, là, au podcast. On peut pas partager ça comme ça. Mais c'est un projet en cours. Je vous explique parce que les kits, ils sont pas prêts. On a pris assez longtemps pour produire. Un peu plus qu'on avait prévu initialement. On a fait une campagne des crowdfunding, on a eu une belle aide de la communauté des Think Power, que c'est mon compte Instagram, mais on est encore en train de produire, on est en phase finale de design et tout ça. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà, il est possible de précommander les kits. Mais je ne sais pas encore quand il sera livré. Hein. Je ne m'engage plus parce que j'ai dit, c'est octobre, on est déjà en novembre. Mais je pense que ça sera début janvier. Mais je ne m'engage pas plus que ça. Mais de toute façon, j'ai voulu bénévolement participer à ces projets parce que je pense qu'il y a vraiment besoin qu'ils puissent voir les jours. Parce qu'il y a beaucoup de recherches dans tout ce que nous venons de discuter. Et très peu d'éléments, c'est disponible aux sportives, aux femmes. Et j'ai déjà fait beaucoup de formations à des médecins gynécos qui m'ont dit ne pas avoir accès à ce type d'informations lors du cursus médical. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va chez le médecin qui va dire c'est normal, madame. Et ce n'est pas normal. Donc, je vous invite à prendre en main votre corps, votre santé et votre cycle pour les vivre de façon plus agréable. Merci beaucoup Juliana. Peut-être un dernier mot pour résumer cet échange, cette heure d'échange. Il y a eu beaucoup d'informations. Vous aurez bien évidemment le droit de poser vos questions après. Mais voilà, si pour les auditeurs du podcast, s'il y avait vraiment peut-être 3 choses à retenir fondamentales, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait déjà, l'ovulation, c'est un marqueur de bonne santé. Donc, avant la ménopause, soyez sûr d'ovuler au maximum des fois possible, sauf en cas de prise de contraception. Hein. Il n'y a pas des mieux, des pires, hein. C'est pas ça. Mais c'est juste de savoir que votre cycle est en train de donner des signes sur votre santé. Et ça, c'est d'une richesse immense. Donc, soyez attentifs aux signes de votre corps. Je pense que c'est les principales à dire. Conseil numéro 1. On s'arrêtera avec ce conseil. C'est ça. Merci beaucoup, Juliana. Et du coup, je n'hésite pas aussi à dire que toutes les personnes qui souhaitent avoir peut-être plus d'informations, parce que tu vulgarises aussi justement tous ces sujets scientifiques sur ton compte Instagram FemPower. Donc, qui n'hésitent pas à aller peut-être se renseigner aussi sur ce compte qui est une source d'informations très grande. Donc, voilà. Merci, oui, j'ai fait de mon mieux pour nourrir ces comptes. Là, en ce moment, je suis pas très active parce que ça prend beaucoup de temps finalement de nourrir un compte Instagram, de donner des informations gratuites et constantes. Mais merci beaucoup pour cet échange, pour ces partages. Cléo, c'est toujours un grand plaisir. Merci Juliana, à bientôt.